Hello, salut à tous, salut l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode de la ligne bleue. Je suis ravi de vous retrouver pour ce neuvième épisode que je vais faire tout seul ce soir. Enfin, bisous à Julien qui pouvait pas être dispo ce soir. Euh, on va parler de tout un tas de choses. Alors l'actu va être divisée en deux, grosso modo, avec les championnats du monde d'un côté. Va falloir qu'on vous en parle parce que c'était quand même très sympa. Voilà, les petits palais des championnats du monde. Et bien sûr, l'actualité la plus marquante en NHL avec les finales de conférence. On va tout de suite commencer avec les news de la semaine. Voilà Suzuki. Caulfield s'avance. Ma parole, c'est fait. De Maurice à Boum Boum, à Guy, à Steve, à Pierre, à Stéphane, à Krul. Le flambeau est passé. 50 buts. J'aime toujours autant cette intro, ça me fait toujours autant rêver d'entendre Pierre Houd qui commentait un des matchs qu'on a eu la chance de voir cette semaine au championnat du monde. Euh, donc vraiment intéressant. Putain, je fais deux choses à la fois et j'arrive pas à faire deux choses à la fois. Et je suis en train de mettre à jour le titre de stream. Voilà, qu'est-ce que j'avais pas fait. Car oui, l'épisode 9 va parler aujourd'hui notamment euh, de Mitch Marner, mais on en parlera un petit peu plus tard. Dans l'actualité de la semaine, on va commencer par les championnats du monde. Donc j'ai eu la chance d'aller voir deux matchs, notamment avec Julien qui nous accompagne de temps en temps dans l'émission. Euh, j'ai vu Canada-Slovénie et Suède-Italie. Alors, pour vous raconter un peu les deux matchs, ça finit sur un score de 3-1 pour le Canada contre la Slovénie et 3-0 pour la Suède contre l'Italie. C'était des beaux matchs. Alors il y avait clairement une domination, hein. On était sur des 30 tirs d'un côté et une dizaine maximum de l'autre. Mais c'était des beaux matchs, mais par contre pas la même intensité. On voyait que le Canada était vraiment en gestion sur ces matchs. Euh, on les a pas sentis donner à 1000% par rapport à l'adversaire qu'ils avaient. Des Slovènes avec quelques anciens de Ligue Magnus, notamment Koralt qui avait joué à Épinal, qui ont fait une bonne impression. C'était un match déséquilibré dans les tirs, mais on n'a pas senti non plus l'équipe débordée et perdue. Bien évidemment, ça tournait beaucoup dans la zone slovène avec le Canada qui profitait des larges glaces de Fribourg. Mais au final, on n'a pas eu de, voilà, moi j'avais peur de voir un match en 7-8-0. Et au final, on sent quand même que le niveau général se resserre parce que des équipes comme la Slovénie jouent le jeu. Alors c'est un jeu défensif, hein, mais sont pas ridicules du tout dans l'adversité que leur propose le Canada. Sur ce match de Canada, difficile de retirer un très bon joueur. J'en ai quand même deux qui me viennent en tête. C'est notamment. Comment il s'appelle? Maintenant je l'ai oublié. Holloway, le Canadien, Holloway qui, à mon sens, a été le meilleur joueur. Alors, il n'a pas marqué durant le match, etc., mais il a été vraiment très bon. Il a un sens il a un coup de patin, il a un sens du hockey. Il joue avec Robert Thomas, notamment son coéquipier à Saint-Louis. Quand on voit un mec comme Holloway être capable de jouer à ce niveau-là, on se dit que Edmonton, il faudrait peut-être changer quelque chose parce qu'on se rappelle que Holloway, il a été débarqué de Edmonton où il a été drafté pour quasiment rien et maintenant il joue première ligne à Saint-Louis. Mais ça, c'est une aparté. Au niveau de la défense, on a eu un Denton Matechuk, je ne sais pas si je prononce correctement, le défenseur de 21 ans de Columbus, qui a un petit peu un jeu atypique. Il a marqué lors du match, mais surtout, il a un coup de patin qui est vraiment impressionnant. C'est difficile de qualifier uniquement sur ce coup de patin-là.
Il a mis une trentaine de points en NHL 31 cette saison en 75 matchs avec Columbus. Mais c'est vraiment un défenseur prometteur à mon sens. Il a vraiment cet talent offensif qui est vraiment intéressant. Il met un super lancer pour ouvrir le score. Je le connaissais pas. Voilà, je suis pas un grand habitué pardon, de Columbus. Et c'est vrai que franchement, il a été impressionnant. Probablement le meilleur joueur avec Holloway, comme dit. Très souvent sur la glace. Alors il y a des joueurs qui sont très bons. Il y avait Crosby. C'est impressionnant de voir Crosby jouer. Il y avait Celebrini, c'était aussi impressionnant de le voir jouer, mais on n'a pas senti ces mecs-là vraiment à 200%, là où un mec comme Holloway ou Denton Mateychuk était peut-être un peu plus concerné par le match. Après, c'est compliqué, ils ont 8 matchs de poule avant d'arriver en quart de finale. C'est normal aussi qu'ils lèvent un petit peu le pied. En tout cas, c'était un match très intéressant à voir. On va parler aussi un petit peu de la patinoire. J'étais jamais allé dans la nouvelle patinoire de Saint-Léonard, qui s'appelle maintenant la BCF Arena à Fribourg. Vraiment une superbe patinoire. C'est une patinoire qui fait 10 000 places. Elle est donc neuve, elle a 3 4 ans, je crois. Et vraiment, c'était super intéressant de voir ce qu'on peut faire avec une salle qui n'est pas non plus immense de l'extérieur. Alors, c'est grand, mais c'est pas non plus immense. Et vraiment, la patinoire est très agréable, très sympa, facile d'accès aussi, hein. C'est 20 minutes du centre-ville, même pas de Fribourg. Et puis la fan zone juste à l'entrée de la patinoire était vraiment très bien faite. Enfin, en tout cas, moi j'ai apprécié ces championnats du monde. Alors, on va pas se mentir, il y avait quand même quelque chose. Au championnat du monde de hockey en Suisse, le maillot le plus présent, roulement de tambour, il est où? Attendez, il est là. C'est celui-là. C'est celui-là. Ah, il est en bas. Putain, c'est dur à faire. Celui de Montréal. Là. Le mec qui est nul. Clairement, c'était le maillot le plus présent à ces championnats du monde. C'était vraiment impressionnant. Sur, je sais pas, 10 maillots, il y en avait peut-être 2 3 allez, 4 qui étaient de Montréal. On sent qu'il y a quand même une popularité et voilà, une vague en ce moment avec les performances de Montréal qui est assez incroyable. Les maillots de Caulfield, Suzuki étaient omniprésents. Alors bien évidemment c'était le Canada, donc forcément ça allait de pair, mais c'était vraiment impressionnant. Euh, le second match qu'on a eu la chance de voir, ça m'intéressait limite peut-être un peu plus parce qu'on a eu la chance de voir, ben, pour moi, les deux futures stars du hockey mondial. Alors, on peut dire suédois, mais moi je dirais même mondial, parce qu'on a eu la chance de voir la Suède et notamment un certain Ivar Stenberg. Alors, vraiment, on va ouvrir les débats. On va parler un petit peu de Toronto après parce que voilà, on va leur taper dessus. Euh, Après la performance qu'on a eu la chance de voir de Stenberg et de ce qu'il montre actuellement au championnat du monde, il a 7 points en 6 matchs, euh, mais également celle de Björk qui l'accompagne, on va aller voir l'équipe de Suède, mais Björk qui l'accompagne aussi sur ces championnats du monde. Rappelons que Björk a tout juste 18 ans, il vient de les avoir il y a un mois. Stenberg, il est de 2007, mais Björk, il est de 2008. Euh, Ben, tout simplement, il joue en première ligne. Et c'est pas une petite première ligne, c'est-à-dire que c'est une première ligne qui joue. Ils ont joué, alors j'ai pas les stats, mais ils ont joué la majorité du temps. Ils jouent en supériorité numérique avec Lucas Raymond, qui était le meilleur joueur sur la glace, hein. Raymond est quand même dominant par rapport aux autres. On voit qu'il a vraiment ce petit truc en plus au niveau offensif. Mais son centre, c'était Viggo Björk, qui joue quand même encore avec une visière, enfin une grille. C'est le seul que j'ai vu au championnat du monde jouer avec une grille, donc il vient d'avoir 18 ans. Je ne sais pas si c'est un choix personnel ou si la Suède lui interdit de mettre sa grille. Et c'est assez marrant parce que, alors, je vais essayer de sortir un petit vlog pour illustrer tout ça, mais euh, à l'échauffement, c'est Björk qui va chercher tous les palets. Comme le rookie qu'il est, comme le jeune qu'il est, et vraiment c'est impressionnant de voir que ben, sur la glace, c'est l'un des mecs qui domine, l'un des mecs qui est le plus important dans l'effectif, centre de la première ligne quand même, et pour autant, dans le traitement qu'il a, il a un traitement comme tout rookie, il va chercher les palets dans la cage, il les ressort, etc. C'était assez impressionnant à voir. L'échauffement, si jamais vous avez la chance d'aller à ce genre de match, moi je vous conseille d'aller à l'échauffement.
Les mecs ont quand même tous des lancers assez incroyables. C'était vraiment impressionnant à voir. On a eu une démonstration, on avait la Suède qui était juste devant nous. Il n'y en a pas un qui a un mauvais lancer. Alors bien évidemment, ils sont tous pros, mais vraiment, le niveau de lancer est impressionnant en termes de puissance, de précision. À un moment, le goal voilà, avait fini son échauffement et est parti sur le côté. Donc, généralement, pour ceux qui ont fait un petit peu de hockey, on essaie de viser les barres, les poteaux à ce moment-là. Honnêtement, il y en avait, je sais pas, 8 sur 10 qui touchaient en moyenne les poteaux, les barres. En tout cas, c'était vraiment très impressionnant à l'échauffement. Et puis en match, on sentait qu'il y avait un vrai jeu à la suédoise, avec une prise d'élan très importante, des longues transversales qui permettaient aux attaquants de rentrer pleine vitesse dans la défense italienne. Équipe italienne qui s'est, ma foi, très très bien défendue. On a eu des belles actions. Alors, il ne marque pas, mais le gardien suédois, je crois que c'était Elberg, avait fait un, un bon match. Un bon match. Mais honnêtement, le niveau de Björk et de Steinberg a été vraiment impressionnant. Björk, tu sens qu'il est peut-être pas NHL ready. Il faut peut-être lui laisser quelques temps. Je dirais peut-être une saison encore en professionnel en Suède, ça serait pas une mauvaise chose. Voilà, il a joué 42 matchs, il a mis entre guillemets que 15 points, mais je pense qu'une deuxième saison où il serait premier centre en Suède, ça serait une bonne chose. Par contre, le Stenberg, vraiment, je dirais pas qu'il est meilleur que son comparse McKenna, mais je serais Toronto, je réfléchirais vraiment avant de choisir McKenna plutôt que Stenberg. Il fait tout bien, il est gros, c'est un gros bonhomme déjà. Il gagne ses duels sans trop de soucis. Vraiment, c'est assez impressionnant. Enfin, moi, j'ai été impressionné par ce qu'il a proposé. Alors, dans le qualificatif de Elite Prospect, on voit que c'est un cérébral tacticien, dangler, playmaker. C'est totalement le cas, hein. C'est vraiment un joueur qui sait tout faire. Les mêmes adjectifs sont pour Björk. Ils ont combiné pour mettre un superbe but. Alors, je peux pas vous le montrer à cause des droits, mais ils ont combiné pour mettre un superbe but au dernier championnat du monde. Salut Axel Carpenter, merci beaucoup pour avoir commenté et me suivre sur Twitch. Oui, très clairement, c'est impressionnant en termes Ah bah du coup, vous voyez ma scène de stream. Oh, le manque de professionnalisme, honteux. Non, non, mais les deux gamins là sont vraiment très très forts. On avait aussi le joueur de Chicago, Frondel, qui m'a fait une forte impression à l'échauffement parce qu'il a un lancer fou. Mais en match, on l'a un petit peu moins vu. Bah voilà, il est mis heavy shooter. Vraiment, il a un lancer. Lui, si Bédard peut lui fournir quelques palais, ça peut vraiment faire la différence. Bah, on voit qu'il a quand même bien commencé sa carrière en NHL avec 9 points en 12 matchs. Mais vraiment, il a un très très bon lancer à surveiller également. En tout cas, cette équipe suédoise qui, bah voilà, on va le voir sur les résultats, va se qualifier, hein. Ils ont fait leur septième match et donc du coup, ils sont sûrs de se qualifier à la quatrième position. Ils vont jouer un très difficile adversaire puisqu'ils vont jouer la Suisse. Mais la Suède, qui avait mal commencé chez Championnat du Monde, qui a bien fini à mon sens en tout cas, et qui promet dans le futur, il y a quand même trois quatre joueurs qui vont faire le grand saut pour la NHL, que ce soit cette année ou l'année prochaine. Pour revenir aux résultats de ces championnats du monde, je crois qu'il y a les derniers matchs actuellement. Il y a la Finlande qui joue la Suisse dans un duel pour savoir qui aura la chance d'affronter la Suède. Je pense que plus que la chance d'affronter la Suède ou la République tchèque, puisque ça croise entre le premier va jouer le quatrième de la poule B, enfin le premier de la groupe A va jouer le quatrième du groupe B, et le quatrième du groupe A va jouer le premier du groupe B. On voit d'ailleurs du coup que si le Canada ne se fait pas piéger, non, même s'ils se font piéger par la République tchèque, ils vont jouer les USA. Donc ça va être un choc intéressant, hein. On va pouvoir voir, entre guillemets, un replay de la finale des Jeux Olympiques. Alors attention, pas du tout les mêmes équipes, hein. Les US, c'est une équipe très jeune, quasiment universitaire, avec des joueurs draftés, mais qui n'ont pas énormément d'expérience, à part Kachuk de Florida. Du côté canadien, on a quand même une équipe qui est déjà en NHL, déjà accomplie. Il n'y a vraiment pas un seul joueur qui ne joue pas en NHL. Donc le Canada part largement favori, hein, de cet éventuel affrontement. Euh, Lorsqu'on a vu, et en suivant les résultats, très clairement, la finale, ça devrait, en tout cas on espère,
que ce soit Suisse-Canada, qui ont été les deux équipes les plus impressionnantes, hein. La Suisse qui n'a encaissé que 5 buts jusqu'à présent. J'ai regardé juste avant, je crois qu'ils menaient 2-0. Ouais, voilà, ils mènent 2-0 contre la Finlande en début de match. Donc bon, la Suisse est très impressionnante, mais la Suisse, c'est leur équipe une, hein. Clairement, ils jouent à domicile, ça se sent. Petit mot aussi sur les autres équipes. Les Norvégiens ont très bien joué. Euh, une équipe qui nous a impressionné, enfin en tout cas qui m'a impressionné, c'est la Lettonie. La Lettonie avec quelques très bons joueurs. Je vous ai mis un profil de côté. Si je le retrouve, si je le retrouve, je le retrouve plus. Je le retrouve plus, bah, c'est pas grave. C'est Sandis Vilmanis qui est deuxième meilleur pointeur pour l'instant de ces championnats du monde. Alors, comme ça paraît pas, mais il a que 22 ans. Il a une saison quasi complète en AHL. Alors, il a fait une pige en NHL d'une vingtaine de matchs, vu la farandole de blessures de Florida. Mais effectivement, il a 11 points. Il y a Rudolf Balcers qui en a 10. Alors, Balcers c'est un peu plus vieux, il a 28 ans. Mais en tout cas, ces profils-là sont très intéressants. Ça fait, je pense, beaucoup de bien à ce type de joueur qui a été drafté quand même assez loin, cinquième choix de draft, cinquième tour, pardon, de montrer à la face du monde, parce que bah, effectivement, on sait que tous les scouts du monde entier sont présents à ce type de rendez-vous comme les championnats du monde, que bah, ils ont du hockey. Il fait un 88, il est grand, il se développe, il a de quoi faire parler dans la NHL, à mon sens en tout cas. C'est un élément qui peut faire beaucoup de bien du côté des Panthers qui cherchent un petit peu à se renouveler. On avait un autre profil laiton dont j'avais déjà parlé qui fait des bons championnats du monde. Donc il est Albert Smith qui a 18 ans. Euh, il joue, il a 4 passes D. Il est à plus 2 de plus-minus. C'est vraiment lui, ma carte cachée du prochain repêchage. À mon avis, il est NHL ready. Il joue déjà avec des hommes depuis maintenant une bonne saison. Bon, on va dire une saison et demie même, parce qu'il avait commencé déjà la saison dernière. Euh, Ce joueur-là a, à mon sens, tout le potentiel pour être un Moritz Seider. Il est bon dans les deux sens de la patinoire, alors surtout offensivement, mais il peut se développer défensivement. Il a un bon gabarit, il fait un 91 pour 93 kilos actuellement, il peut encore prendre du muscle. Euh, voilà, on voit qu'il est quand même très haut dans les estimations, mais honnêtement, ça ne me choquerait pas qu'il sorte dans le top 5. Vu le niveau des défenseurs dominants de ce qu'on peut voir actuellement en NHL euh, avec Makar notamment, et son absence qui est très préjudiciable à Colorado, on en parlera après. On peut construire une équipe autour d'un joueur comme Albert Smith. Bien évidemment, il faut lui laisser du temps, il faut lui donner du temps de jeu. Mais pour une équipe qui est en reconstruction, je pense à une équipe comme Vancouver par exemple, qui va drafter en troisième position. Aller chercher un Albert Smith, ça me paraît pas choquant. En tout cas, ça me paraît pas être une mauvaise idée. Voilà un peu pour les championnats du monde. N'hésitez pas, si vous avez la possibilité de regarder quelques matchs ou quelques résumés. C'est du bon hockey, c'est pas du hockey de playoff, c'est vraiment du hockey plus scolaire, mais ça joue bien, ça joue du bon hockey. Et il y a encore des places de disponibles à mon avis. Alors peut-être pas pour les quarts et les demi, ni pour la finale, mais en tout cas il y avait des places de disponibles, c'était pas plein, c'est le seul point un petit peu négatif. Après, on est allé voir deux rencontres en semaine, un vendredi. Je pense que le week-end, c'est beaucoup plus plein. Et puis, j'ai vu qu'à Zurich, c'était quand même plus plein. Mais très bonne expérience et je recommande l'année prochaine. J'ai vu que c'était à Mannheim, pour les frontaliers notamment, les gens qui habitent dans le Grand Est. N'hésitez pas, c'est vraiment une expérience à faire entre potes. Je vous le conseille, les places sont pas si chères que ça. Donc n'hésitez pas, si vous voulez voir des joueurs de calibre NHL, à prendre vos places pour les championnats du monde. Euh, on va passer maintenant à la déclat de la semaine. Alors c'est une petite pique, un petit clin d'œil à notre Français Texier, Alex Texier, qui joue du bon hockey. Encore une fois, il a été très bon dans le match 1 contre Carolina. Il a mis un superbe but, sa ligne domine. Il a un plus-minus. Alors hier, j'ai vu qu'il avait pris un but sur sa ligne, mais il n'y est pas pour grand-chose. Qui a dit en interview à TVA Sport après le match que voilà, bah, Dobesch, il est un petit peu bizarre. Il n'est pas comme les autres. Et pour ceux qui ont un petit peu joué, on sait que les gardiens sont un petit peu dans leur monde, ils ont un petit peu leur bulle, un petit peu leur routine.
leur façon de faire, leur colère un petit peu aussi parfois. Et ça m'a fait sourire de voir que même en NHL, ben, les gardiens sont un petit peu dans leur monde à part. Ils ont leur propre entraîneur. Entraîneur qui d'ailleurs, de ce que j'ai compris notamment à Montréal, euh, est celui qui décide quel gardien va partir. Hein. C'est pas Saint-Louis qui va décider. Bon, en tout cas, c'est le discours officiel. Mais vraiment, ça m'a fait sourire cette petite déclaration un petit peu innocente de Texier qui dit que Dobesch est un petit peu dans son monde. Mais bon, ça lui a réussi. Hein. On en parlera un petit peu plus tard. Mais des performances, encore une fois, XXL de la part du portier tchèque. Ça, c'est un autre point que je voulais voir avec vous. C'est la Pavel Data de la semaine. C'est vraiment quelque chose qui m'a impressionné. Alors, choqué, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, ça m'a bluffé de voir cette statistique parce que ben, on n'est pas forcément au courant. Euh, je vais vous montrer ça, mais c'est la draft 2015. Il y a 7 joueurs de la draft 2015 qui sont présents actuellement dans l'effectif de Vegas. Alors bien évidemment, ils n'ont pas été repêchés par Vegas, hein, puisque en 2015, Vegas n'avait pas d'équipe NHL. Mais c'est ça qui est encore plus drôle, c'est qu'une équipe qui n'a absolument pas repêché en 2015 se retrouve avec 7 joueurs de la même génération. Alors on les voit progressivement. Bien évidemment, il y a Jack Eichel, qui est le premier centre maintenant du côté de Vegas. Mais il y a aussi Mitch Marner, du côté de Toronto. On va parler de Mitch un peu plus longtemps par la suite. Noah Neffen, qui est le défenseur numéro 1,5-2 du côté de Vegas. Alors après, les autres, je les ai pas notés, donc il va falloir que je les retrouve. Je crois qu'ils sont un peu plus bas. Où est-ce qu'ils se cachent? On va voir si on arrive à les retrouver comme ça. Petit jeu. Il y en a 7 quand même, hein. Donc là, j'en ai que 3. Keegan Collazer, qui fait des très bons playoffs avec Vegas dans l'implication, dans le côté physique. Hadin Hill, qui là pour le coup est gardien remplaçant, c'est Hart qui est titulaire. Il nous en manque plus beaucoup là. Nicolas Roy, il joue à Vegas, hein, Nicolas Roy. Il jouait? Ah non, il jouait à Colorado. Autant pour moi, mais il était à Vegas l'année dernière. J'ai pas tout perdu, ça va. Euh... Ils sont où le dernier? Wotherspoon, il est au championnat du monde de mémoire. Je l'ai vu jouer. Parker Wotherspoon. Ouais, exact. Il a fait une bonne saison avec Pittsburgh. Bon, on n'aura pas le dernier. On n'aura pas le dernier. J'ai plus souvenance de qui est le dernier. Sacré draft hein, quand même. Quand on regarde les noms qui passent là, il y a vraiment des noms où tu te dis, bon, toutes les drafts n'ont pas le même niveau. Je me demande si c'est pas ma 3. Pas du tout. Pas du tout, Alex. Bon, bah le dernier, je l'ai pas. C'est pas grave. Mais quel niveau dans cette draft? Alors bien évidemment, cette draft, c'est la draft de Connor. Eichel, dans n'importe quel autre draft, il est numéro 1. Mitch Marner qui est numéro 4. Il faut s'imaginer quand même que Toronto a eu la chance de repêcher Mitch Marner, qui va être un joueur de 1200 points, 1300 points en carrière, en quatrième position. C'est quand même très rare. Annie Finn qui a mis du temps à se développer, mais qui est maintenant un gaillard dominant, etc., en numéro 5. Ça me fait un peu penser à la draft de Barkov où effectivement ben, ils ont tous été récupérés par les Panthers au fur et à mesure. Mais tous ces mecs-là qui ont du coup le même âge bah, arrivent à un niveau de compétition, à un niveau de domination, tous en même temps, puisque bah, forcément ils ont tous le même âge. Ils vont tous arriver à leur prime. Du coup, ils ont 18 ans en 2015, donc c'est la génération 97. Donc ils arrivent tous sur leurs 30 ans, ils ont entre 28 et 30 ans. Et donc forcément, ben, ça explique aussi les performances assez impressionnantes de Vegas dont on va revenir, sur lesquelles on va revenir en tout cas lors des prochains sujets. La mauvaise nouvelle de la semaine, c'est pour un joueur de Toronto, malheureusement.
c'est Max Domi. On a appris cette semaine que Max Domi n'allait pas, en tout cas avait subi une, une opération lors une opération de routine pour remettre le corps en place suite à une saison où il subissait des blessures, où il avait subi des blessures. Alors ils n'ont pas donné l'opération en question, mais il a eu des complications. Pourquoi c'est une mauvaise chose et pourquoi c'est grave pour Max Domi? C'est que Max Domi, alors c'est très documenté, mais Max Domi est diabétique de type 1, se pique sur le banc, il contrôle sa glycémie tous les 2-3 shifts de mémoire, il y a un soigneur qui le suit en permanence dans sa routine, et du coup, ben, les opérations sont quand même beaucoup plus dangereuses pour lui. On a appris ça avant-hier par un communiqué de Toronto. Ce qui est un peu bizarre, c'est le communiqué. C'est ce qui fait penser que c'est assez grave et qu'on n'est pas certain de revoir Domi sur une patinoire dès le septembre prochain. Donc on verra s'il y a une communication ou autre. Mais en tout cas, Max Domi qui a un contrat encore de 2 ans, je crois, avec Toronto pour 4 millions de dollars de mémoire. Voilà, on lui souhaite un bon retour à la compète et un bon retour sur les patinoires si c'est possible. C'est vrai que le communiqué était un petit peu tourné de sorte que, bon, voilà, ça faisait un petit peu peur, en tout cas. Euh, voilà pour les mauvaises nouvelles. On a une signature à retenir, et c'est une signature qui peut être importante. Euh, Pourquoi on va en parler? Parce que ben, elle concerne un joueur qui va se joindre à l'équipe qui a le plus besoin d'assistance actuellement, à savoir Edmonton. Alors, pour l'instant, il est marqué qu'il signe en AHL. Je vous assure que ce mec-là, il vient pas pour aller jouer en AHL. Akurati, finlandais de 24 ans, c'est un ailier. Un ailier, mais surtout, c'est un ailier qui score. Pourquoi ça nous intéresse? Bah, parce qu'il a quand même mis 57 points en 51 matchs en Liga. Alors, on sait que la Liga, c'est un championnat peut-être un petit peu moins fort que la SHL, mais ça reste un très bon championnat. Il a été dans le top 10 des pointeurs de la Liga. Euh, c'est un joueur qui peut faire du bien sur une troisième ligne, par exemple, à Edmonton. Donc, il a signé pour un an avec, je crois, un salaire minimum à 800 000 pour Edmonton. Et c'est un joueur qui a des qualités, notamment offensives. On espère que ce type de joueur-là va pouvoir permettre à Edmonton de se relancer. C'est pas la pièce marquante qui va faire que, mais c'est une pièce qui peut permettre à Edmonton de se relancer. C'est une signature pour un an. Il a raison, il tente le coup. Au pire, ça marche bien, au pire, ça marche pas. Mais en tout cas, voilà la signature de cette semaine. En attendant les signatures du mois prochain, de l'été prochain, du 1er juillet, avec les signatures des agents libres. Voilà pour les news de la semaine. On va passer un petit peu au débat de cette semaine qui va être orienté sur les résultats de la Ligue et puis surtout sur le côté euh, bah, euh, quid des Leafs et de leurs décisions catastrophiques depuis maintenant quelques années. On va regarder tout ça, hein. To LaFontaine, he gets tripped up, gets it to May, and over the line. Here's May going in on goal. He shoots. He scores! Mayday! 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 Alors, dans la discussion de la semaine, bah, on va bien évidemment revenir sur les playoffs qui sont quand même l'actualité chaude de la NHL actuellement. On va regarder ensemble dans un premier temps la série la plus surprenante, où Vegas mène 3-0 contre Colorado. Euh, il y a plusieurs choses à dire dans cette série. Les deux premiers matchs étaient très nettement du côté de Vegas. Le troisième match qui, à mon avis, va faire que la série va pas aller très loin, c'est le match 3 du côté de Las Vegas. Et le problème, c'est que bon, bah, Colorado menait 3-0 et pour autant, ça n'a pas suffi. Vegas est revenu de l'arrière et a remporté la rencontre. Et puis, quand les choses vont pas dans votre sens, bah,
Ça s'accumule, donc on sait qu'il y a de nombreuses blessures du côté de Colorado. Makar joue, mais alors je pense qu'il joue sur une jambe. Vraiment, il doit jouer sur une jambe parce que je l'ai vu patiner et c'est pas du tout le même joueur que d'habitude, donc je pense qu'il est blessé au bas du corps. McKinnon a pris un shoot sur le côté du genou. Autant vous dire que son genou, il est finito pipo. Il doit avoir un énorme hématome dans le genou. Alors pour ceux qui ont un petit peu joué, etc., lorsque vous avez des protections, les protections elles protègent très bien sur le devant, mais le côté c'est pas l'endroit le mieux protégé, le côté et l'arrière. Clairement sur le shoot on voit il prend le lancer dans le côté du genou, il est revenu, il grimaçait, etc. Bon, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Je vais vous montrer quand même le but de Thomas Hurtel qui donne la victoire à Vegas parce que il se moque totalement de la défense adverse. La réaction de McKinnon d'ailleurs derrière est assez incroyable. Donc c'est un palais qui ressort. On le voit, Hertel, il est là, vous le voyez, il est en bas de la patinoire. Et là, il va se moquer littéralement du défenseur avant de la mettre petit côté. Euh, je pense que c'est l'image même de ces playoffs et de pourquoi Vegas fonctionne. Ben, si on va voir, je sais pas si on a le game time, le box score, on va voir du côté des Golden Knights. Alors, Eichel a beaucoup joué, mais Hertel, il a joué que 13 minutes. Quand un mec comme Hertel joue que 13 minutes, c'est que ton équipe a quand même des ressources assez incroyables à fournir euh, pour, euh, pour aligner une équipe compétitive. On voit en plus que certains joueurs comme Smith, comme Kolechar ne jouent pas énormément, donc que 5 minutes. Ça veut quand même dire que du coup, il y a du temps de jeu pour une bonne 6, 7, 8 attaquants. Donc vraiment impressionnant. Le retour de Carlson qui fait beaucoup de bien. C'est un troisième centre de haut niveau après Hurtle, après Eichel. C'est vraiment quelque chose qui leur permet, à mon sens, d'avoir une profondeur encore plus importante. Et puis, bah, il va falloir qu'on parle du cauchemar des Leafs. Le cauchemar des Leafs, c'est Mitch Marner. J'ai vu un nombre de posts Instagram, j'ai vu un nombre de vidéos où les gens étaient en mode imaginez une finale entre Vegas et les Habs et les supporters de Toronto qui vrilleraient quoi. C'est 21 points en 15 matchs, mais c'est surtout plus 13 en playoff en 15 matchs. Plus 13. On rappelle quand même que Marner, il joue contre le meilleur trio à chaque fois de l'équipe adverse. Il a joué contre Salt Lake, enfin contre Utah, pardon. Il a joué contre Anaheim. Il a joué maintenant contre Colorado. C'est pas des petites équipes. Et pour autant, Vegas arrive assez facilement, en tout cas avec une difficulté moindre, à passer devant. Ils ont à chaque fois un petit peu. On a l'impression que le début de série contre Utah, ils n'étaient pas forcément là. Ils avaient besoin de se remettre en route, etc. Mais on sent que c'est une équipe de vétérans, on sent que c'est une équipe qui sait comment gagner. Et justement, les joueurs qui ne gagnaient pas avant, comme Mitch Marner, ben, se mettent à gagner. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Euh, 3 points sur les 3 derniers matchs. On peut même aller plus loin en disant 5 points sur les 4 derniers matchs pour Mitch Marner. Il joue une vingtaine de minutes, il joue en infériorité, il joue en supériorité. Bon, franchement, c'est assez impressionnant. Et la question se pose de savoir pourquoi Toronto l'a laissé partir. Quand on voit ce joueur-là être capable de dominer à ce point-là, vraiment, moi j'ai du mal à comprendre le choix de Toronto de se dire non, mais ce mec-là va nous coûter trop cher. On a une équipe gagnante, mais on va le laisser partir. Toronto, regardez-moi. Toronto, vous avez fait n'importe quoi. Voilà, c'est dit. Alors c'est sûr, c'est facile de le dire maintenant. C'est facile de dire, oui, vous auriez dû, vous auriez pu. On ne sait pas si Marner voulait rester aussi. Attention, hein, le joueur était free agent sans compensation, donc il avait son choix, son mot à dire. La fanbase de Toronto est probablement la plus difficile à supporter dans le hockey canadien, parce que Montréal, c'est très compliqué, mais c'est une plus petite ville, il y a quand même que 2 millions d'habitants. Toronto, je vous rappelle, c'est quand même entre 10 et 12 millions d'habitants, le grand Toronto. Bon, c'est pour moi
l'équipe qui a le plus de pression chaque année. Ça se ressent, hein, ils ont deux séries gagnées en 10 ans, alors qu'ils ont des joueurs comme Marner et comme Matthews dans leur équipe. Clairement, il y a quelque chose qui n'allait pas du côté de Toronto parce que on peut pas dire à Marner que c'est pas un joueur de playoff quand on voit ce qu'il est en train de réaliser avec Vegas. Dans une conférence Ouest qui est quand même relevée, Toronto l'a laissé échapper. Vraiment, c'est une erreur. Est-ce qu'il aurait fallu mettre Nylander sur le marché plutôt que Marner? C'est mon avis. Quand j'ai vu Toronto jouer et Nylander, je trouvais que Nylander était plus nonchalant et était plus unidimensionnel. C'est-à-dire que c'est un joueur qui ne défend pas et est quand même plutôt offensif à souhait. Mitch Marner, il a la capacité de jouer en infériorité numérique. Il a la capacité de défendre. Il est responsable. Bon, voilà, la question se pose. Euh, Colorado, on va revenir un petit peu dessus, mais voilà, là ça semble quand même vraiment compliqué. On va citer les blessés. Makar joue sur une jambe. Euh, McKinnon joue sur une jambe. Lekonen a raté des matchs en playoff, donc à mon avis, il doit pas être très bien. Je sais même pas s'il a joué le dernier match, je l'ai pas vu, mais je suis pas certain qu'il ait joué. Nishushkin est sorti du match 3, il n'est pas revenu au jeu. Bon, ça fait quand même beaucoup de monde qui galère, entre guillemets, physiquement. Je pense qu'on aura un injury report qui va sortir, qui sera salé à la fin. De vous à moi, il n'y a pas un monde où Colorado s'en sort. Enfin, en tout cas, je ne vois pas de rébellion dans l'équipe. Il y a des bons joueurs, il y a Kadri, il y a Nekas, mais à mon sens, c'est trop court. Je les vois éventuellement prendre le Game 4 voilà, avec un sursaut d'orgueil, etc., avec des joueurs qui vont jouer sur leurs blessures, mais je les vois pas gagner plus d'un match sur ce qu'ils ont montré en tout cas, et sur... Vraiment, il y a deux courbes qui se croisent. Colorado a été là-haut toute la saison, Vegas a été en bas toute la saison, et en fait, là, on a juste les courbes qui se croisent de momentum, et je pense que Vegas est bien parti pour aller en finale, et attention à Vegas en finale, ils ont une équipe qui est bâtie pour les séries, avec des gros joueurs, avec de la profondeur, avec vraiment tout ce qu'il faut pour aller loin. Donc clairement, à mon sens, je ne vois pas un monde où Colorado revient dans cette série-là. L'autre série qui nous intéresse, bien évidemment, j'ai envie de vous dire, c'est celle du tricolore, celle de Montréal contre Carolina. Euh, bon, alors, cette série, elle est un peu plus dure à lire parce que Montréal joue son jeu, hein. Encore une fois, les tirs, ça veut pas tout dire parce qu'on sait que sur les deux derniers matchs, ils ont mis 2 fois 12 tirs et ils ont perdu les deux matchs. Ils ont eu des actions. Ils touchent les poteaux. Matheson touche la barre en prolongation. Suzuki a un breakaway pour gagner. Honnêtement, le match n'est pas aussi pourri que pourrait faire ressortir les stats. Bien évidemment, le jeu de Montréal est basé sur aussi le fait d'être dominé, d'avoir des actions, des coups d'éclat, avec peu de tirs, peu de quantité de tirs, peu d'échantillons de tirs, mais avec des tirs précis. Bon, il n'empêche qu'à mon sens, ça fait trop peu. Sur les deux derniers matchs, je sais plus, je crois que c'est 13 et 12 tirs. Ouais, c'est ça. Un tir en troisième période, un tir en prolongation, sachant qu'il y a eu quand même une quinzaine de minutes dans prolongation. C'est trop peu. C'est trop peu, c'est pas possible. Comme dirait le grand Gretzky, on rate tous les tirs qu'on ne prend pas. Et là, il faut que l'équipe se mette à tirer. C'est pas possible. Alors, les deux, on pourrait être à 3-0, hein, ça serait pas choquant, mais 2 fois 12 tirs, c'est pas possible. À mon sens, c'est pas assez. Un gardien comme Andersen, il faut lui mettre un peu plus de pression. On voit d'ailleurs qu'il n'est pas non plus irréprochable parce que le but de Matheson, bon, il arrive lancé, voilà, mais il n'y a personne devant, il le prend dans la lucarne. Le but de Caulfield, par contre, enfin de Hudson sur la passe de Caulfield, il peut rien y faire, ça, clairement, il n'y a rien à dire. Euh, mais voilà, même le but qui est mis qui a été refusé pour un hors-jeu au millimètre, voilà, c'est un palais dévié. Moi, je le sens pas dominant Andersen et je trouve ça dommage de ne pas le mettre plus à contribution. Maintenant, attention, la série est loin d'être finie, donc Carolina a repris l'avantage du terrain. Pour autant, le prochain match, il est à Montréal. Moi, je sens que cette équipe, elle est complètement capable de remonter la pente, elle est totalement capable de venir égaliser dans la série.
Le seul petit souci que j'ai, attention, je sens l'équipe un petit peu fatiguée. Hudson fait une bêtise entre guillemets sur le dernier shift, c'est lui qui fait un turnover qui donne le palais à je sais même plus qui a marqué le dernier but, Svechnikov pardon. Euh, mais je sens l'équipe un petit peu fatiguée. Alors on a eu des changements, Veleno est rentré dans la composition d'équipe, Strubel est venu à la défense. Euh, il a joué 15 minutes d'ailleurs, il a fait un match correct. Mais par exemple, j'ai senti Gullet, le duo de Gullet et de Carrier un petit peu en deçà de ce qu'ils ont l'habitude de proposer. Je les ai sentis un petit peu fatigués. Ils sont un petit peu mous sur les deux buts. Le but de Taylor Hall notamment, il a quand même trois chances de marquer avant de réussir à la mettre au fond. Première chance, il devrait prendre un cross-check. Et voilà, on s'arrête là, quoi. Donc, à voir si la série se poursuit dans cette dynamique-là. Ce qui est sûr, c'est que le Game 4 va être essentiel. Si Carolina le gagne, la série est pour moi terminée. Si par contre Montréal arrive à égaliser, on est reparti sur une courte série de 3 matchs. Et Montréal a l'expérience dans ses playoffs de ces courtes séries sur 3 matchs. Donc, à voir. Mais en tout cas, l'impression n'a pas été exceptionnelle. On va pas se mentir. L'impression a été un petit peu mauvaise en termes de ressenti. Pour autant, tout n'est pas acheté. Attention, clairement, pour moi, il y a Montréal est à un poteau de gagner le match, 1 centimètre d'avoir un avantage 3-2. Et on voit que Dobège, dont on va parler précédemment, est quand même archi dominant. Donc, bon, pour moi, effectivement, cet aspect-là, il ne faut pas les enterrer. C'est une jeune équipe. Je les sens un petit peu fatigués, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont au bout du rouleau. Texier finit -1 sur ce match-là, il a un petit peu moins joué. C'est le premier match où il joue un peu moins. Je sais que Dano a pas mal joué, mais Dano joue beaucoup par sa capacité à prendre des angos. Voilà, je trouve l'équipe un petit peu fatiguée. Globalement, c'est plutôt le ressenti, c'est plus sur la fatigue. Il faut voir si Saint-Louis arrive à trouver un moteur émotionnel, un ressort à plier et à activer pour leur permettre d'aller plus loin. Et puis difficile de terminer de parler de cette série sans parler de Jakub Dobeš. Alors on a beaucoup parlé de Montréal, mais si Montréal est dans le match, bah, c'est grâce à Jakub Dobeš. Il finit de nouveau à 923 avec 36 arrêts en 39 lancés. C'est l'homme de ses playoffs, hein. Clairement, pour moi, si Montréal va en finale, il a une chance d'avoir le Conn Smythe, hein. Parce qu'il est dominant, il est présent. Les buts qu'il prend, ben, je vois pas trop comment il peut les prendre. Taylor Hall, c'est une troisième chance. Le but de. Je sais plus quel est le deuxième but. Le troisième, par contre, bah, voilà, c'est son 40e tir du match. Il y a du monde, il y a du trafic devant. Il ne le voit pas venir. Pas choquant. Donc, effectivement, une équipe qui doit se secouer un petit peu. Du côté de Carolina, j'ai beaucoup aimé le match de Seth Jarvis. J'ai beaucoup aimé le match de Jackson Blake. C'est des joueurs qui ont toujours les pieds en mouvement, qui apportent toujours de la vitesse dans ce qu'ils proposent. Stankoven a des très bonnes mains, ça complète bien. La profondeur de l'équipe est aussi impressionnante. On a un mec comme Carrier qui est capable de prendre vraiment des bons shifts. On sent d'ailleurs que lorsqu'on regarde la fiche là, de temps de jeu, il n'y a aucun joueur qui est en dessous de 10 minutes. Ça joue beaucoup. La quatrième avec Jankowski, Robinson et Carrier, ben, elle fait son jeu, elle propose quelque chose. C'est vraiment intéressant à voir. Et ben, c'est une équipe qu'on sent taillée pour les séries. Il n'y a pas à dire, quoi. Carrier qui met 8 charges au dernier match. Jordan Stahl qui en met 6. L'équipe est prometteuse, c'est Gostisbehere pardon, qui marque. Pareil, Gostisbehere, bah, il joue beaucoup mieux défensivement. On sent que c'est pas le même joueur. Kevin Miller, dominant encore une fois, propose du jeu, joue 30 minutes. Un gros bonhomme. Slavin qui s'est bien repris. On rappelle que Slavin, c'est un des meilleurs défenseurs défensifs de la ligue. Ça explique peut-être aussi pourquoi il y a aussi peu de tirs, parce qu'il bloque des shoots, parce que voilà, il propose des choses. On le voit d'ailleurs, hein, là, il y a 8, 10, 12 tirs bloqués en défense. Ah non, c'est les shoots. Non, c'est les tirs bloqués. Ouais, c'est ça, c'est les tirs bloqués là. Euh, et du côté des attaquants, il y a encore, ouais, il y a une vingtaine de tirs bloqués quand même. Même un mec comme Taylor Hall, qu'on connaît avoir un peu de mal, voilà, c'est un jeu très offensif, mais moins investi
sur le plan purement défensif, bah, on sent que ce mec-là, il s'investit, il doit le sentir qu'il a une chance inouïe d'aller enfin chercher la Coupe Stanley. Lui qui a mis si longtemps à être dominant en playoff, ben voilà, il répond présent, 13 points en 11 matchs plus 8 pour un ancien premier tour de draft. Regardez le nombre de saisons qu'il a fait qui ont été très bonnes et pour autant, bah, le joueur est très sous-coté à mon sens. Il a connu des très bonnes saisons, il a connu des très mauvaises aussi, hein, voilà, bon, on voit qu'il a joué à Chicago, mais il s'est bien relancé du côté de Carolina et c'est un joueur qui mérite d'avoir une chance de jouer en finale de Coupe Stanley. Donc avantage Carolina, mais pas autant que ce qu'on pouvait le penser. Les matchs sont quand même très serrés. Merci Dobèche encore une fois. Mais il n'y a pas de domination à mon sens. C'est le jeu de Carolina qui veut qu'il y ait beaucoup de tirs. Mais Montréal est pas loin. Il y a des poteaux, il y a des buts refusés pour un hors-jeu d'un millimètre. Donc on espère que Montréal va égaliser pour nous poursuivre cette série qui est vraiment très intéressante à suivre. On remercie d'ailleurs pour le spoil les copains sur le match de ce matin. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez. Je crois que Bein passe tous les matchs de Montréal, donc n'hésitez pas à les regarder le cas échéant. Bah écoutez, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. N'hésitez pas à me faire des retours, à liker, à partager les vidéos. Ça fait toujours plaisir quand vous nous suivez et que vous nous faites des retours sur bah, ce que vous voyez de l'émission et de ce que vous attendez de la suite. Sachez que je travaille assez fort pour vous proposer des petites émissions d'une quinzaine de minutes tout l'été pour vous garder un contact avec la glace pendant cet été. On sait que l'intersaison au hockey est longue, de juin jusqu'à septembre, fin septembre. Mais on va essayer de vous proposer plusieurs émissions pour bah, vous apporter votre côté hockey pendant la période estivale. Merci encore de m'avoir suivi, ça fait toujours très plaisir. Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour de prochaines aventures. Allez, ciao l'équipe!